Les couilles sur la table, épisode 36. Dans cet épisode, nous allons réfléchir au rôle que nous jouons, nous les adultes, dans la fabrique des garçons. Et nous allons discuter de la liberté que nous avons de changer certains de ces mécanismes. C'est une évidence, mais tous les hommes vivant sur cette planète ont été, un jour, des petits bébés et des petits garçons. Ils ne se sont pas réveillés à l'âge adulte avec des comportements sexistes. Tout ce qu'on appelle le genre, c'est le résultat d'une socialisation, c'est-à-dire d'apprentissage, d'interdits, d'encouragement par les parents, la famille, l'école, les médias et la société dans son ensemble. Et donc ça commence dès la naissance et même avant, et c'est comme ça que se perpétuent les stéréotypes et donc aussi la domination masculine. On se demande donc tout simplement si on pense que le sexisme et la misogynie font du mal à tout le monde, aux hommes, aux femmes et aux autres, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans sa vie pour éduquer différemment les garçons ? À quoi ça pourrait ressembler une éducation antisexiste ? Bonjour Aurélia Blanc. Bonjour. Donc vous êtes la mère d'un petit garçon que dans votre livre vous appelez Zigoto. Oui. Vous êtes journaliste féministe, vous travaillez au magazine Cosette. Super magazine par ailleurs. Et donc vous avez publié un livre que j'ai trouvé super bien fait, clair et instructif, qui s'appelle « Tu seras un homme féministe, mon fils » et qui est un manuel d'éducation antisexiste. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que c'est pas dogmatique. C'est-à-dire que c'est toujours délicat de parler d'éducation. Enfin, moi, j'ai pas d'enfants, mais je comprends que c'est un sujet délicat, l'élevage des enfants, parce que tant qu'on n'en a pas, on n'a pas expérimenté soi-même, c'est toujours malaisant de donner des leçons, quoi. Et en fait, c'est pas du tout ce que vous faites dans votre livre. Vous, ce que vous faites, c'est que vous avez interviewé de très nombreux parents, des éducateurs, des professionnels de la petite enfance, des éducatrices, des universitaires et tout ça. Et donc, vous donnez pas des prescriptions rigides, mais vous faites une réflexion, vous amenez des faits, des statistiques et tout pour qu'on puisse s'interroger sur comment est-ce qu'on se comporte avec les petits garçons. Je précise que votre fils a 1 an et demi. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez ressenti quand vous avez appris que l'enfant que vous alliez mettre au monde allait être de sexe masculin ? Alors en fait, je ne l'ai pas su quand j'étais enceinte puisque nous n'avons pas demandé à connaître le sexe de l'enfant. Mais il se trouve que pour différentes raisons, j'ai assez tôt dans ma grossesse été intimement convaincue que j'attendais un garçon. Et le jour où j'ai pris conscience de ça, je me suis rendu compte que ça me poser tout un tas de questions, choses que je n'aurais pas imaginées puisque j'essaye de combattre les stéréotypes de genre, je m'interroge beaucoup là-dessus. Donc une de mes premières questions, c'est pourquoi est-ce que ça me terrifiait finalement de me dire que j'attendais un garçon. Vous étiez terrifiée ? Ça n'a pas duré longtemps, mais oui, j'ai eu un léger moment de panique et en discutant avec mon conjoint qui lui n'était pas du tout ébranlé par une éventualité ou par l'autre et vivait ça très bien, je me suis rendu compte que tout simplement, je ne savais pas comment j'allais lui transmettre mes valeurs féministes et que en tant que maman, j'imaginais très bien ce que j'aurais pu dire à une fille, parce que j'étais persuadée que j'aurais une fille au départ. Et puis là, face à un garçon, me sont tombées dessus tout un tas de questions. Comment élever un petit garçon bien dans ses baskets et bien dans la société ? Mais nous vivons néanmoins dans une société profondément sexiste, donc comment faire en sorte qu'il soit éclairé sur ces questions, qu'il devienne peut-être un homme un jour conscient de ses privilèges d'homme et pourquoi pas un homme qui agirait. Donc ma question était de savoir comment est-ce qu'on élève un petit garçon conscient du sexisme et des inégalités et peut-être actif, sachant que bien avant moi, des générations entières de parents et notamment de mères féministes ont élevé des garçons et que la société est moins sexiste qu'hier, mais elle est quand même encore très sexiste. Donc sans doute que on n'a pas trouvé la formule. Oui, parce que en fait, ce qu'on voit quand même, c'est que là, on a beaucoup réfléchi sur l'éducation des petites filles, mais on élève toujours différemment les garçons des filles. Et comme le dit la féministe américaine Gloria Steinem, je suis heureuse que nous ayons commencé à élever davantage nos filles comme nos fils, mais cela ne marchera jamais tant que nous n'élèverons pas davantage nos fils comme nos filles. Sauf que la première difficulté, c'est que ça paraît plus évident d'élever ses filles comme ses fils, parce qu'on valorise toujours plus le masculin que le féminin. Quand une fille s'aventure sur un terrain masculin, c'est une promotion. On trouve ça super qu'elle veuille faire des arts martiaux, du bricolage et tout ça.
Mais quand un garçon veut faire de la danse ou apprendre la couture, d'un coup, on trouve ça beaucoup moins bien, quoi. Oui, et ça, c'est quelque chose qui est très prégnant et qui nous montre bien que cette hiérarchie entre ce qui est considéré comme féminin et masculin est encore hyper ancrée. C'est pas toujours conscient, mais effectivement, permettre à un garçon d'investir un terrain dit féminin, c'est loin d'être une évidence aujourd'hui. Et pourtant, ça participe très largement de la déconstruction du sexisme. Oui, de valoriser de la même façon les domaines plutôt stéréotypés féminins et plutôt stéréotypés masculins. Vous dites qu'on n'en est pas conscient, y compris quand on a des convictions antisexistes ou féministes. On va commencer par le premier lieu où sont socialisés les enfants, c'est-à-dire la famille et particulièrement les parents. Et donc même quand on est des parents avec des convictions antisexistes, on se dit qu'a priori tout va bien se passer, que le problème c'est les autres, l'école, la société, etc. Mais vous soulignez dès le début du livre qu'en fait la plupart des stéréotypes on en est inconscient et que le premier pas c'est peut-être la prise de conscience de ses propres comportements, de ses propres jugements, de ses propres automatismes. Vous encouragez les parents à questionner ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Oui, tout à fait, parce qu'on a toujours le sentiment que finalement le sexisme c'est les autres et que nous on serait débarrassés de ça. Or en fait, une très grande littérature de sciences sociales et notamment de psychologie sociale montre très bien que les stéréotypes avec lesquels nous-mêmes avons été façonnés, les représentations qui nous entourent toujours aujourd'hui, restent des moteurs et en fait influent par exemple dans la façon de parler. On va parler différemment à une petite fille qu'à un petit garçon. Des chercheurs français ont récemment mené une étude sur la façon dont nous percevons les pleurs de bébés de 3 mois. C'est assez intéressant parce qu'en fait, ils ont pu observer... C'est une étude de l'université de Paris-Saclay. Tout à fait. Ils ont fait écouter un certain nombre de pleurs d'enfants, donc de bébés, petites filles, petits garçons, donc de 3 mois, en expliquant bien que ces pleurs n'étaient pas différenciables en termes de fréquences sonores, etc. Et en fait, les pleurs aigus étaient jugés par les participants comme féminins, ce qui en fait, dans les faits, n'était pas le cas. Et surtout, les pleurs qui étaient considérés comme masculins. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'était surtout les hommes qui avaient ce présupposé, c'est que les pleurs pensés comme féminins étaient plus fréquents, moins justifiés en fait par les besoins de l'enfant, là où les pleurs masculins, les petits garçons pleureraient quand ils ont une bonne raison de le faire, contrairement aux petites filles qui pleuraient un petit peu pour rien. Or en fait, aucun des présupposés ne s'est révélé vrai à l'issue de l'étude. Ça va se loger dans des endroits qu'on n'imagine pas, quoi. Notamment les pleurs, la perception qu'on a du comportement des bébés, quoi. Oui, et par exemple, on sait aussi que les pleurs des petits garçons sont beaucoup plus interprétés comme étant de la colère. Point. Un garçon qui pleure, un bébé garçon qui pleure serait forcément en colère. Or, en fait, un bébé garçon qui pleure peut avoir tout autant de raisons de pleurer qu'un bébé fille, à savoir la faim, le besoin d'affection, tout un tas de raisons. Donc voilà, je crois que ces stéréotypes-là, on doit les interroger dès le départ parce qu'en fait, ils guident nos interactions, notre langage, notre façon, jusqu'à notre façon de porter nos enfants physiquement, ce genre de choses. Comment ça, de porter nos enfants physiquement ? On s'est rendu compte, certains travaux se sont intéressés à la façon dont on porte les enfants. On va porter un bébé garçon, je parle là vraiment de nourrisson ou de jeunes bébés, beaucoup plus vigoureusement. Parce qu'un petit garçon est censé être plus tonique. Une petite fille, c'est censé, en tout cas dans les représentations, être plus fragile. Donc on va y faire beaucoup plus attention. Voilà. Donc c'est la même chose. Ça se loge très. Vraiment, ça se niche vraiment dans beaucoup de choses. Y compris très très jeune, là où très jeune. Même vous dites, même avant la grossesse, oui. Quand les mères savent ou quand les autres autour savent s'il s'agit d'un petit garçon ou d'une petite fille, on prête déjà des qualités au fœtus, quoi, en disant et s'il cogne fort, c'est un garçon. Ça commence très tôt, quoi. Et c'est y compris de la part des professionnels de santé, comme le raconte une des femmes, une des mères qui témoigne et voilà, à qui on a dit mais il bouge beaucoup ce fœtus, c'est un garçon, c'est bien un vrai mec, voilà. Donc ça commence très tôt. Vous proposez donc là des pistes très concrètes, hein, c'est des questions à se poser. Par exemple, quels sont les compliments que je fais à mon fils ? Est-ce que je lui demande aussi souvent à sa sœur comment il va ? Est-ce que j'ai les mêmes attentes pour les deux ? Par exemple, si mon fils met de l'eau partout dans la salle de bain, est-ce que je vais le disputer aussi fort que si sa sœur fait pareil ? Donc voilà, c'est dans des situations de la vie quotidienne, quoi, qu'on peut interroger nos stéréotypes. Qu'on peut s'interroger sur nos façons de faire et peut-être regarder en face ces stéréotypes pour en prendre le contre-pied et vraiment s'interroger. On sait qu'on va beaucoup plus tolérer l'agitation et l'agitation, le bruit, la prise d'espace d'un petit garçon. Donc ne pas hésiter à se poser continuellement
régulièrement ces questions. Je crois que c'est important, en fait, non pas pour s'auto-flageller en permanence, mais pour essayer de débusquer, en fait, ces petits automatismes sexistes qui se mettent en place, en fait, sans même qu'on s'en rende compte. J'imagine qu'il y a des gens qui pourront se dire, mais en fait, quelle importance ? Quelle importance de débusquer dans ces comportements et tout ? Est-ce que justement, c'est pas faire de l'autoflagellation pour rien ? Pourquoi est-ce qu'on devrait, comme ça, s'acharner à débusquer ces stéréotypes ? Non. Je crois que c'est quand même la prise de conscience permet d'avancer vers une éducation plus égalitaire. Ou alors, je comprends très bien que certaines personnes se disent « je souhaite éduquer ma fille et mon fils différemment ». Mais dans les discours, beaucoup de gens sont persuadés en fait d'avoir une éducation égalitaire. Donc je crois que se poser ces questions, c'est aussi apprendre à essayer de détecter ce qui relève de cette supposée nature et ce qui relève aussi de la culture et de la socialisation que nous donnons à nos enfants. Pour leur permettre aussi d'être tout simplement plus libres ensuite. Ouais, de mieux exprimer de grandir et de s'épanouir, de bien pousser, quoi, sans être enfermés dès le départ dans des attentes et des présupposés qui, à terme, peuvent s'avérer parfois toxiques. Et puis, ce que vous dites, c'est valable pour les parents, mais pas seulement. C'est aussi valable pour toutes celles et ceux qui sont en contact avec des enfants. En lisant votre livre, je me suis dit, par exemple, j'avais jamais pensé à la façon dont j'interagissais avec les enfants de mon entourage. Bon, enfin, si j'y ai pensé, par exemple, les petites filles, ça fait un moment que j'arrête de les complimenter sur leur apparence, quoi. Même si c'est le plus facile, en fait. Quand on voit une petite fille, on a tout de suite envie de lui dire quelle jolie robe, ou t'es bien coiffée, ou qu'est-ce que t'es jolie, et tout ça. Mais c'est vrai que les garçons, je crois qu'on leur dit très facilement... oh, qu'est-ce que t'es costaud, qu'est-ce que t'es fort, qu'est-ce que t'es musclé et tout ça. Et c'est vrai que c'est tellement automatique, quoi, qu'il faut peut-être chercher d'autres choses à dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à un petit garçon qu'on connaît pas, qu'on rencontre ? Peut-être que le complimenter sur ce qu'il fait, sur son intelligence ou sur le fait qu'il soit malin, par exemple, ça peut être intéressant. Le complimenter sur le fait qu'il soit bien habillé ou qu'il prenne soin de lui aussi, savoir prendre soin de soi quand on a 3-4 ans, c'est assez valorisant parce qu'on est dans une recherche d'autonomie étant enfant. Et il n'y a pas que les filles, en fait, qui ont envie d'être belles, d'être bien habillées, par exemple. Donc, ne pas hésiter à les complimenter sur les domaines qui sont très souvent laissés à l'abandon, en jachère, et dont on considère que, surtout, ça ne concerne pas les garçons, ce qui est faux. J'aimerais qu'on parle des jouets. Chers auditeurs, chères auditrices, je ne sais pas si vous êtes entrés dans un jouet club ou un grande récré ou si vous êtes allés voir les rayons jouets des supermarchés il n'y a pas longtemps, mais ça saute aux yeux, c'est impossible de passer à côté. Il y a des jouets qui sont fabriqués pour les filles et d'autres pour les garçons. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire, Aurélia Blanc, par nous faire un panorama des jouets qui sont proposés aux garçons, en quoi ils sont différents des jouets qui sont proposés aux filles ? Alors, les jouets qui sont proposés aux garçons sont beaucoup tournés vers l'aventure, donc la conquête. Ce sont des jouets où on est dans l'action, il faut conquérir un territoire ou le monde. Ce sont des jouets qui vont plus souvent mobiliser qui vont plus mobiliser le corps. Le corps, oui, exactement. On est vraiment dans l'action, le héros, et je résumerai ça par la conquête, en fait. C'est beaucoup la conquête, et ensuite on a toute la partie qui va être mécanique. Beaucoup de références aux véhicules, vraiment très très tôt, à la vitesse, puis à la construction. Voilà. Donc, et tous les jeux d'extérieur aussi. Et beaucoup de jeux d'extérieur. Exactement. Mais qui engagent beaucoup plus le corps, quoi. Qui appellent à mobiliser son corps, à se dépasser, à prendre de la place aussi. Voilà, on est sur un univers auquel s'ajoute aussi tout un code couleur, tout un élément, plein d'éléments culturels, qui viennent renforcer une certaine vision de la masculinité qui se vit généralement en noir, en bleu et en gris. En couleur sombre, ouais. Et surtout pas en rose. Surtout pas en rose, évidemment. Mais alors pareil, on peut dire qu'est-ce qui pose problème en fait avec le fait qu'on fasse des jouets différents pour les garçons et pour les filles. Oui, c'est vrai, on pourrait penser qu'après tout, ce ne sont que des jouets, ce ne sont que des enfants et ils ont le droit de jouer avec ce qu'ils veulent.
et d'ailleurs, ils ont dans l'absolu tout à fait le droit, et moi j'encourage à ça, à jouer avec ce dont ils ont envie de jouer. Sauf que dans la réalité, c'est pas ce qui se passe. Pourquoi c'est important les jouets? C'est même essentiel parce que c'est ce qui constitue le premier environnement culturel de l'enfant, donc ce qui va lui permettre de construire tout un tas de représentations, notamment ce qui va lui permettre aussi de développer un certain nombre de goûts, d'aptitudes. La neurobiologiste Catherine Vidal explique très bien comment nous naissons avec 10% de nos connexions synaptiques et que tout, ce sont les activités, les stimulations notamment que l'on va avoir dans l'enfance et la prime enfance qui vont nous permettre de développer certaines capacités. Je pense par exemple à l'orientation dans l'espace qui va être quelque chose qu'on va beaucoup plus facilement développer si on joue en extérieur, voilà, très souvent, là où par exemple des jeux comme la marchande vont permettre de développer des facultés comme le langage. Donc en fait, c'est très bien que les enfants aient accès aux différents domaines, y compris pour leur bien-être. Et puis aussi, les jouets, ça peut être un outil très très puissant d'éducation au sexisme en fait. Et c'est là où ça devient potentiellement un problème, puisque on a assez peu de problèmes à ce qu'une petite fille voilà, se déguise en chevalier ou joue avec des petites voitures. En revanche, un petit garçon qui va jouer à la poupée ou jouer à la princesse, ça peut créer des résistances très fortes, ça peut même générer des violences dans certaines familles ou dans certains cercles sociaux. Et en fait, à travers le jouet, on apprend à l'enfant ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. Et quand on dit à un petit garçon qu'on lui martèle et qu'on l'empêche, par exemple, de jouer à la poupée, ce qui existe, ce qui est encore très courant aujourd'hui, enfin, faut pas du tout sous-estimer ça, on lui indique très tôt et très durablement que ce qui relève du féminin, c'est nul, c'est pas pour lui, c'est méprisable. Et ça, c'est une base vraiment durable, en fait, en termes de représentation et d'intégration des stéréotypes. Voilà pourquoi c'est important, je crois, de s'atteler aux jouets. Et donc, est-ce qu'il faut offrir des poupées aux garçons ? Ça peut être un début. Finalement, éduquer dans une perspective égalitaire, c'est pas censurer, ce n'est pas empêcher les petits garçons de jouer aux petites voitures, mais c'est leur permettre de jouer à la poupée. Parce que oui, les petits garçons aiment aussi jouer à la poupée, alors peut-être pas tous, mais pas moins ni plus que les petites filles, finalement. Et oui, bien sûr, de leur permettre de toucher... Voilà, aux différents domaines, aux différents espaces ludiques, c'est très important. Donc de jouer aux marchands, de jouer à la poupée. Exactement. De porter des déguisements de princesse, de les laisser faire ce qu'ils veulent en fait. Ouais. En travaillant sur ce livre, en discutant notamment avec d'autres parents, j'ai été hyper surprise par le nombre de parents qui ont des enfants, des petits garçons en l'occurrence de, on va dire 4-5 ans. Et ces petits garçons, très souvent, ils ont envie de jouer de s'habiller en princesse. Parce que sans doute que la princesse, elle a un costume, exactement, c'est trop cool, c'est beaucoup plus cool en fait qu'un costume terne de chevalier, en tout cas jusqu'à un certain âge. Et donc voilà, enfin il s'agit pas de bourrer le mou à son enfant en disant tu joueras à la princesse, mais en fait quand on écoute les enfants, il se trouve que beaucoup ont envie de jouer à la princesse, donc au nom de quoi les en empêcher. J'aime beaucoup votre suggestion pour répondre aux personnes qui vont dire ah ben non, ça c'est un jouet pour les garçons ou ça c'est un jouet pour les filles. Vous dites donc en fait ça vient d'un truc qu'on a beaucoup vu tourner sur internet. C'est un truc qui vient d'internet. Mais je trouve ça très cool, c'est un petit schéma qui dit comment savoir si ce jouet est un jouet pour filles ou pour garçons. Question, ce jouet suppose-t-il d'utiliser ses parties génitales ? Oui, ça n'est probablement pas un jouet pour les enfants. Non, ce jouet convient aussi bien aux filles qu'aux garçons. Ouais. C'est une réponse courte, efficace et un peu drôle. Et du coup, en général, ça permet de clore le débat. J'aimerais juste qu'on dise un mot des vêtements. Oui. Comment est-ce qu'on choisit les vêtements de son fils quand on est féministe ? Alors, je pense que toutes les parents féministes n'ont pas les mêmes goûts, donc c'est compliqué. Mais en tout cas, moi, je crois qu'il y a un enjeu dans le fait de s'interdire ou pas certaines couleurs. Ou certains motifs. Ou certains motifs, puisque tout ce qui va relever, en fait, des petits cœurs, du registre de l'émotion, les mots love, les bisous, les petits bonhommes, ça va être beaucoup plus souvent pour les petites filles, chose qui n'existe pas pour les garçons. Et effectivement, les magasins de vêtements pour enfants sont à peu près dans la même dynamique que les magasins de jouets, et en fait on a très souvent du bleu des véhicules, des avions, y compris pour des tout petits enfants, donc y compris pour les bébés, hein. Ah oui, y compris pour les bébés. Je ne parlerai même pas de tous ces slogans fort comme papa, belle comme maman,
maman. Donc évidemment qu'il y a aussi un enjeu un peu politique quelque part dans les vêtements. Et je crois, à mon sens, mais chacun est libre de le faire comme il entend, mais d'habiller dès tout petit son enfant dans des vêtements complètement stéréotypés, sans doute c'est pas peut-être la meilleure façon de lui permettre de grandir à l'abri le plus possible de ces stéréotypes. Vous citez une étude, c'est un sondage qui date d'il y a 5 ans, c'est un sondage au féminin qui a été fait sur 1300 mères de famille, où 61% des mères disaient qu'elles avaient déjà mis un t-shirt rose à leur fils, mais seulement 5% disaient qu'elles lui avaient mis un pantalon rose, et quand on leur a demandé pourquoi, 84% ont dit qu'elles avaient peur que leur garçon soit moqué par les autres, et 21% qu'elles avaient peur d'influencer son orientation sexuelle. Genre, je vais mettre un pantalon rose à mon fils, il va devenir gay, en fait. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'est une croyance qui est encore très, très, très profondément ancrée, qui montre bien, d'une part, le lien qui peut exister entre cette homophobie larvée et le sexisme, et puis surtout qui n'est absolument pas fondée. Évidemment qu'on n'influence pas l'orientation sexuelle future d'un enfant à partir de couleurs. Et rappelons également que le rose n'a pas toujours été considéré comme la couleur des filles. C'était très très longtemps la couleur des garçons, puisque comme le rouge, c'était une couleur associée à la puissance et à l'action, alors que le bleu, c'était la couleur de la Vierge Marie. Donc, tout à fait, de la pureté, des premières princesses de Disney, donc tout ça nous montre à quel point c'est quand même très relatif. Et puis il y a un dernier truc aussi, quand même qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a évidemment un intérêt des fabricants de jouets et des fabricants de vêtements à genrer comme ça de façon tellement forte les jouets et les vêtements. Bien sûr. Parce que en fait, comme ça, quand on est parent, si on a une fille et un garçon, on va être obligé de racheter des jouets et des vêtements différents pour la fille et pour le garçon. Bien sûr, et c'est clairement un intérêt mercantile, et toute cette vague de ce qu'on appelle donc le marketing genré, a vraiment explosé au tournant des années 90, et les rayons pour jouets d'il y a 30 ou 40 ans n'étaient clairement pas aussi genrés. Enfin, c'est assez frappant de voir des catalogues de jouets des années 60, non pas qu'il n'y avait pas du tout de sexisme à cette époque, loin de là, mais on n'avait pas du tout cette division telle qu'elle existe aujourd'hui entre ce monde bleu et ce monde rose qui ne sont pas censés se rencontrer. Ça, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de la famille. Et puis après, les enfants, ils rencontrent d'autres gens quand même hors de la famille. Donc ils vont à la crèche et puis ils vont à l'école. Et vous racontez cette scène dans le livre quand vous avez rencontré l'assistante maternelle de votre fils. Oui. Elle vous a dit avec un grand sourire, il va falloir que j'achète des petites voitures. Oui. Et là, comment est-ce que vous avez réagi ? Comment est-ce que vous conseillez de réagir face à des affirmations comme ça ? Parce que en fait, elle est sympa, elle pense à bien faire. Elle est adorable, et on n'en est pas encore sorti d'ailleurs. Enfin, on va pas changer les représentations des gens avec qui notre enfant passe toute sa journée d'un coup de baguette magique. Donc c'est assez compliqué. C'était une des grandes questions que je me posais en fait au départ de l'écriture de ce livre. Sur le coup, sans doute que, enfin, de mes souvenirs, je n'ai pas énormément réagi, et je m'en suis beaucoup voulu après, d'avoir laissé passer ça en fait. C'est quand même. Et en même temps, je ne veux pas, et je ne voulais pas, et je ne veux toujours pas en faire un objet de conflit, surtout qu'en l'occurrence c'est quelqu'un d'adorable, donc c'est pas la question. Et finalement, au fil de mon travail, une des réponses qui est apparue et qui me semble assez pertinente et que je conseille du coup aux gens, parce qu'elle me semble plutôt intéressante, c'est de parler de ça, enfin de se servir de la bienveillance en fait, d'aborder le sujet, c'est-à-dire plutôt que de dire à l'assistante maternelle oulala, c'est vraiment très sexiste ce que vous êtes en train de me dire, plutôt de renverser la vapeur en me disant c'est super, comme ça la petite fille avec qui il passe ses journées aura aussi des voitures, et puis n'hésitez pas à lui proposer les poupées, etc. Mais c'est vrai que c'est une vraie question, et il y a sans doute pas une réponse. Parce qu'on va pas passer son temps à être en guerre contre tout le monde. C'est impossible, c'est pénible, c'est fatigant, contre-productif en plus. C'est exactement, et pour son enfant, c'est pas ce qu'on souhaite en fait. On a envie de travailler en bonne intelligence. Donc, l'une des intervenantes que j'ai interviewées, elle expliquait qu'elle s'appuyait aussi sur la question de l'intérêt de l'enfant, puisque finalement tout le monde est là pour
pour que l'enfant soit au mieux, que ce soit donc l'assistante maternelle, mais plus tard les instits, les parents. Donc, sachant qu'on a tous envie que les enfants soient bien dans leur basket et épanouis, partons de là en disant mais peut-être que c'est bien en fait que tout le monde ait accès à tous les jouets et pas seulement aux voitures d'un côté. Donc votre conseil, c'est de toujours mettre en avant l'intérêt de l'enfant, quoi. De dire c'est bien aussi d'encourager les garçons à jouer à la dinette. Exactement. En fait, de ne pas en faire une question de lutte contre le sexisme frontalement, mais peut-être de partir de l'intérêt de l'enfant, de ce que ça apporte aux enfants de jouer à différents jouets, etc. Et puis pour les cas les plus extrêmes, en tout cas dans les années qui suivent, on peut aussi rappeler à certains instits, en l'occurrence plutôt enseignants, que l'ambition d'avoir une éducation égalitaire entre les filles et les garçons, c'est quand même un des objectifs de l'éducation nationale. Donc ça, je pense que tout dépend de l'âge et des interlocuteurs en fait, qui on a affaire. Oui, parce que après, c'est toujours pareil avec les questions d'éducation, c'est que aussi on confie ses enfants à des professionnels de l'éducation et on n'est pas là pour rééduquer tout le monde, quoi. Bien sûr. C'est pénible, il faut faire confiance et tout ça, mais en même temps, il y a quand même une petite marge de manœuvre, quoi, de la part des parents, c'est d'en parler. Vous dites aussi si par exemple on est membre d'une crèche associative ou parent d'élèves, on peut suggérer que par exemple les professionnels fassent une formation aux questions de sensibilisation au sexisme. On peut passer, alors selon la situation, mais on peut passer par les associations de parents d'élèves, soit parce qu'on en fait partie, soit parce qu'il en existe une dans l'école, c'est généralement le cas. Il ne faut pas hésiter à se servir des médiateurs, médiations qui peuvent exister. Il y a un autre endroit où on apprend très très tôt ces rôles de genre, c'est la culture. Oui. Les dessins animés. Je crois que les enfants passent plus de 3 heures par jour devant les écrans en moyenne. Ouais. Les livres, les jeux vidéo, les chansons, etc. Comment est-ce qu'on fait ? Quel genre de livre est-ce qu'on peut choisir pour son fils et qu'est-ce qu'on peut regarder ? Il existe quand même des dessins animés, par exemple, qui sont chouettes. Je pense à Steven Universe, par exemple, qui est... Non, mais ça passe pas en France, ça. Si, ça passe sur Netflix maintenant depuis juin 2018 et c'est quand même une super nouvelle. En fait, je crois qu'il faut surtout regarder ce que regardent nos enfants. C'est un peu compliqué de faire des listes, donc il existe des supports qui recensent en fait un certain nombre de trucs. Vous en donnez plein dans le livre, c'est vraiment hyper riche. Vous avez regardé plein de corpus comme ça, de listes, de sites et tout qui répertorient ça. Donc ça existe. C'est un travail que d'autres ont fait avant nous. Et vers lequel j'encourage les gens à se tourner parce qu'il existe des bibliographies, vraiment des ressources très pratiques là-dessus. Mais toute la difficulté étant de savoir. C'est un dessin animé, nous on le connaît pas forcément en tant que parents, donc je crois que la première chose à faire, c'est quand même de surveiller du coin de l'œil quand même ce que regardent nos enfants et de ne pas laisser la télé allumée par exemple et laisser se déverser ce flot d'images. Chez les maisons d'édition, on sait qu'il existe par exemple la super maison d'édition Talent Haut qui fait de la littérature jeunesse. Donc là, on sait qu'on peut y aller franchement les yeux fermés. Là où à l'inverse, on évitera d'aller mettre les pieds chez les éditions Fleurus avec sa collection Petit garçon, petite fille destinée aux tout petits et qui fait dans le stéréotype le plus absolu. Après, avec quoi par exemple ? Petite fille, c'est princesse, je prépare à manger. Petit garçon, c'est les véhicules. Fleurus, c'est assez catastrophique en termes d'illustration, de choix des sujets, de rôle des personnages. On est sur du stéréotype globalement. Ce sont eux aussi qui avaient publié le Dico des filles, où on distinguait très bien les filles qui se respectent et celles qui se respectent pas, par exemple. Fleurus, on n'en est pas du tout à sa première bourde. C'est pas juste une erreur. Non, c'est pas du tout une erreur. Vous encouragez, vous donnez une liste, il y a une checklist de questions que vous proposez, comme par exemple, est-ce qu'il y a une vraie mixité dans les personnages ? Quelle place occupent les filles et les garçons dans l'histoire ? Comment est-ce qu'ils sont décrits ? Est-ce qu'ils sont restreints à des assignations traditionnelles, genre les garçons à l'extérieur, les filles à l'intérieur ? Comment sont décrits les personnages masculins ? Est-ce qu'ils sont forcément forts, malins, courageux ? Tout ça, c'est des trucs qui aident à guider quand même. Oui, en fait, je pense que plus que des séries de dessins animés ou de livres, par exemple, qu'on pourrait conseiller d'emblée. Je crois que c'est plutôt une espèce de checklist, effectivement, de questions à se poser quand on est face à un support culturel. J'ai un copain ses enfants ne savent pas encore lire, mais qui lit des histoires en changeant le genre de l'histoire, parfois. Donc comme ça, du coup, des personnages Alors moi, je le fais aussi, mais mon fils est encore tout petit et je sais qu'en grandissant, certains enfants sont très attachés à ce qu'on soit très littéral dans la lecture. Donc je sais pas jusqu'à
dans quelle mesure on peut faire ça, mais c'est intéressant aussi. Ça ne veut pas dire qu'on doit brûler peut-être tous les livres qui sont à la maison et qui ne sont pas parfaitement égalitaires. Ça peut être aussi un support de discussion d'avoir un livre que notre enfant aime bien. Mais qui, genre Petit ours brun. Par exemple, pour ne pas le citer. J'aimais tellement Petit ours brun. Ouais, mais maman était quand même maman ours. Ouais. Elle sort jamais de sa maison, quoi. Non, Petit ours brun. Mon fils en a reçu plusieurs en cadeau. Et c'est vrai que c'est assez catastrophique en termes de représentation. Donc j'espère pouvoir en faire un outil d'ouverture sur de discussion sur l'image qui est renvoyée du papa, notamment de Petit ours brun, qui est toujours les fesses sur son canapé. Oui. Et voilà, qui lit le journal et il attend. que maman ours ait fait ça à manger. Au moment d'inscrire son fils à des activités sportives, quelles questions on peut se poser ? Est-ce qu'il faut forcément qu'il choisit entre foot et rugby ou danse ? Non, pas forcément. On peut déjà commencer par lui demander ce qu'il a envie de faire. Effectivement, étant donné les représentations qui nous entourent, l'influence des copains de la culture populaire, il n'est pas impossible qu'il ait envie de se tourner spontanément vers le foot ou le rugby, qui sont quand même des lieux de l'entre-soi masculin encore beaucoup et de l'apprentissage de la virilité de façon très marquée. Donc, je crois qu'il est important de pouvoir lui proposer un panel le plus large possible d'activités et, tant qu'on peut le faire, de l'amener peut-être vers des activités mixtes. C'est très important aussi il y a plein de sports qui sont mixtes. Il y a beaucoup de sports mixtes. L'escalade. Voilà, l'escalade, le roller, il y a énormément de choses, y compris la gym, quoique la gym, c'est déjà connoté comme étant féminin. J'ai découvert aussi que l'équitation... La gymnastique. Bah oui, mais ça, c'est super codé féminin-masculin. Les garçons, ils font jamais... Mais il existe des cours de gym mixtes, c'est ça que je veux dire, en fait. Et j'ai aussi appris, pour la novice que je suis, que l'équitation était un sport dit féminin et qu'il existait, y compris des bombes et des cravaches mauves maintenant pour les petites filles, parce que c'est vraiment pour les filles. Donc, oui, en fait, l'idée n'est pas, encore une fois, de censurer son enfant et de le priver de tout ce qu'il a envie de faire du foot. Exactement, mais peut-être de reculer ce moment-là autant que possible et voir si vraiment il insiste et qu'il a envie de faire du foot. Et bon, allons-y. Mais peut-être que si on lui propose autre chose, je sais pas moi, du ping-pong ou du roller derby, il aura peut-être envie de faire ça et ça peut être bien. Et s'il a envie de faire de la danse ou de l'équitation, surtout de ne pas l'en priver. On va rentrer dans un autre domaine. Il y a la question de l'éducation aux émotions, de l'éducation sentimentale et de l'éducation sexuelle. Comment est-ce que, traditionnellement, si on ne réfléchit pas à ces pratiques, on éduque les petits garçons à ressentir et à nommer leurs émotions? Spontanément, on va avoir tendance à dire aux garçons de taire leurs émotions. Ça commence très très tôt chez les bébés et cette phrase notamment ne pleure pas, arrête de pleurer. Pleurer, c'est pour les filles. Voilà, ça c'est un classique. Aujourd'hui encore. Donc, je dirais que le principal message qu'on envoie, en tout cas que notre société envoie lorsqu'elle éduque les garçons sur la question des émotions, c'est de taire ses émotions, hormis s'il s'agit de la colère, encore une fois, de les refouler. Surtout de les refouler et de les maîtriser. Ouais, de ne rien laisser transparaître, de ne pas les exprimer, de ne pas se laisser aller avoir des émotions, parce qu'avoir des émotions, c'est pas un truc de mec, quoi. Ouais, c'est pas viril. La virilité, c'est basé quand même là-dessus. Comment est-ce qu'on peut changer ça ? Quelle pratique vous conseillez ? Encore une fois, de s'interroger sur le discours qu'on peut tenir, par exemple, face à son petit garçon, quand il exprime ses émotions, certaines choses. Est-ce qu'on laisse pleurer ? Est-ce qu'on va lui dire arrête de chialer ? Donc de les exprimer, d'en parler, à la fois des siennes, c'est-à-dire de lui demander très tôt, comment tu te sens ? T'es triste, en colère, t'es joyeux ? D'apprendre à les nommer, ça aussi c'est très important, pour qu'ils puissent en fait, en grandissant, les reconnaître et ne pas avoir peur de ses émotions et qu'ils puissent aussi en parler. Oui, parce que quand on n'a pas les mots, c'est compliqué. Et ce qu'explique très bien, notamment le psychiatre Serge Effès, c'est que en fait, un enfant qui ne sait pas nommer ses émotions, à la fin, en grandissant, ça se transforme en un espèce de magma en fait indifférencié
différencier qui se finit très souvent en agressivité. Voilà. Et ne pas connaître ses émotions, c'est avoir beaucoup plus de mal à les gérer et c'est avoir plus de risques de verser dans la violence envers soi-même ou envers les autres, en fait. C'est pour ça que c'est très important de parler des émotions. Et l'une des difficultés, je crois, de l'exercice, en particulier dans les couples hétérosexuels, c'est que les papas de nos petits garçons ont eux-mêmes été beaucoup éduqués dans l'idée qu'il ne fallait pas exprimer ses émotions. Donc je crois qu'il y a un vrai travail à faire aussi du côté des pères pour essayer, eux, d'investir ce terrain-là en tant que modèle masculin, par exemple, quand il y en a un, et de montrer qu'un homme aussi, en fait, ça pleure et ça peut être triste et ça a des émotions. Et c'est capable, et on peut en parler, et on peut en parler, les nommer, etc. Exactement. Il y a des jeux éducatifs qui existent pour apprendre à reconnaître ses émotions, qui vont au-delà de être triste, être en colère, être content. Tout à fait. C'est Titu Lecoq aussi, elle a beaucoup écrit là-dessus, elle élève 2 petits garçons, donc c'est une journaliste féministe, et elle dit qu'elle s'efforce de donner un vocabulaire très très large d'émotions, quoi, pour... C'est très important, je crois aussi, de leur donner des clés qui leur permettent aussi plus tard d'être bien dans leur peau et avec ce qui les traverse, y compris parfois l'agressivité, mais l'important c'est de pouvoir en parler. Comment est-ce qu'on peut développer l'empathie chez les petits garçons ? Parce que en fait, les jeux auxquels ils sont entraînés à jouer développent beaucoup moins l'empathie que l'esprit de compétition. Oui, il y a un vrai travail effectivement à faire sur l'empathie, puisque historiquement, traditionnellement, l'éducation des garçons se fonde plutôt sur la domination, même complètement. Le travail sur les émotions permet déjà de oui, parce que quand travailler. On n'arrive pas à identifier ses propres émotions, on ne peut pas les reconnaître chez les autres. Exactement, quoi. Donc déjà, ça c'est important. De permettre de proposer des jeux qui développent, qui permettent de travailler le soin aux autres. C'est ce qu'on fait en fait en jouant à la poupée par exemple, ou au docteur, ou au coiffeur, enfin des jeux d'imitation, voilà. Les jeux collaboratifs aussi, les jeux de société collaboratifs, c'est un bon moyen, il en existe plein aujourd'hui. Ceux qui remportent les prix sont depuis quelques années souvent des jeux collaboratifs, et ça c'est vraiment une bonne manière de montrer qu'en fait en étant attentif aux autres, on peut construire quelque chose de peut-être un peu plus intéressant que d'écraser tout le monde en fait pour finir dans tout seul. Un autre rapport aux autres que la en fait c'est quand même quelque chose d'assez transversal et d'assez global. Dans la catégorie émotion, vie intérieure, vie intime, etc., il y a la question de l'amour et de la sexualité. Alors on a fait un épisode avec un doctorant, c'est l'épisode 2 des couilles sur la table, qui s'appelle L'amour c'est pas pour les garçons, où Kevin Ditter, ce doctorant en sociologie, a étudié comment est-ce qu'on parle d'amour aux filles et aux garçons, notamment à l'école, et montrer que très tôt les garçons apprennent que l'amour c'est un truc de fille et qu'il ne s'agit pas d'exprimer ses sentiments, et il montrait aussi que il a été témoin lui de mariage entre les petits garçons et les petites filles dès la maternelle parce qu'on trouve ça mignon et tout ça. Mais en fait, en y réfléchissant, c'est quand même une drôle d'idée de sans arrêt appuyer sur ce truc-là, quoi. Par exemple, qu'une relation entre une petite fille et un petit garçon, ça peut être qu'une relation d'amour, de dire des trucs comme on va les marier plus tard, comme ils sont mignons tous les deux, fais-lui un bisou et tout ça. Je crois qu'il faut vraiment faire hyper attention à ça parce qu'effectivement, et ça c'est vraiment quelque chose de très répandu, on ne se pose souvent pas la question, ça part de bons sentiments, ça peut être nous, ça peut être les copains, la famille qui sont là, ils sont tellement mignons, on va les marier, on parle d'enfants qui ont 8 mois. Et en fait, insidieusement, on montre en fait très rapidement, on signale très fortement, très rapidement aux enfants qu'une relation entre une petite fille et un petit garçon, c'est forcément une relation sentimentale. Or, en fait, c'est pas forcément le cas, voire pas du tout le cas. On peut aimer avoir un copain, une copine, on en a tous eu, on est un certain nombre en avoir eu. Donc, je crois qu'il faut vraiment s'élever en faux sur cette projection, ce regard d'adulte porté sur les relations enfantines, en fait, qui ne sont pas des relations spécialement de séduction. Et d'ailleurs, dans les remarques des adultes, se joue aussi souvent une injonction à la domination, en fait, pour les garçons. Moi, j'ai plusieurs fois entendu autour de moi des parents, et notamment des pères, dire à un ami autour d'eux « Ouh là là, fais gaffe à ta fille, mon fils il pourrait l'emballer ». On parlait d'enfants qui avaient 18 mois, encore une fois. Donc, je trouve ça, en fait, assez significatif et à terme, assez grave dans ce que ça renvoie des relations. Puis en plus, c'est super hétéronormé. Complètement. Parce que, en fait, on n'entend jamais dis donc, regarde mon Kevin avec ton Pierre, on va les marier. Ouais. Alors ça, ce serait vraiment le gros malaise, quoi. Si quelqu'un dit ça,
pas. On peut tenter de le faire, mais c'est vrai qu'en général, ça passe pas, ce qui montre très bien que, je sais pas, je comprends pas, je croyais que c'était de l'humour, ces petites phrases sur les enfants, mais derrière cet humour, il y a en fait des rappels à l'ordre sociaux très très forts. Ouais, et notamment des rappels à l'ordre hétérosexuel en disant que voilà la voie à suivre et voilà le seul mode de relation possible avec l'autre sexe. Sur l'éducation sexuelle, oui. Est-ce que vous pensez qu'il faut commencer l'éducation sexuelle très tôt ? Si oui, à quel âge et comment ? Alors, de ce que ont pu me dire, en fait, les différentes personnes que j'ai interviewées, oui, en fait, il faut commencer l'éducation sexuelle très tôt. Après, qu'est-ce qu'on entend par éducation sexuelle ? Évidemment qu'on n'entend absolument pas la même chose avec un enfant de 2 ans, de 8 ans ou de 14 ans. Ce qui est important, je crois, c'est de commencer par une éducation à l'intimité avant de parler de sexualité. Ça commence par là, ça commence par nommer le corps, nommer les parties du corps, y compris le sexe, les parties du sexe. Vous dites faut pas dire des petits noms. Alors je dis pas faut pas dire des petits noms. En fait, vous dites jamais faut pas. Déjà, je l'ai dit au début, mais c'est vrai que vous dites jamais faut pas. Disons mais on n'est pas obligé de dire ton zizi, quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'en tant que parent, peut-être parce qu'on a été élevé comme ça, peut-être parce qu'on a de la pudeur, on est nombreux et nombreuses, moi la première, à avoir ce réflexe. Et en fait, ce que disait notamment le docteur Capote, que je trouvais très intéressant, c'était en fait docteur la question. Capote, juste pour dire, c'est pas son vrai nom, hein, c'est un oui, pseudo. Bien sûr. Mais il écrit dans les pages de Cosette et c'est un éducateur qui intervient énormément dans les établissements scolaires auprès des adolescents pour faire de la prévention, notamment en santé sexuelle. Et voilà. Donc il connaît très bien les adolescents et lui notamment me disait en fait, la question n'est pas de se faire tant la police pour s'empêcher de dire le moindre petit mot, cet euphémisme pour désigner le pénis, par exemple. Par contre, c'est très important que l'enfant n'ait pas que ce mot-là, que l'enfant ne croit pas à 5 ans que son sexe est un zizi. Oui, son sexe est un zizi, mais c'est surtout un pénis, en fait. Donc, ce qui est important, encore une fois, c'est de nommer. On peut parler de zizi, mais parlons aussi de pénis. Et d'ailleurs, pareil pour les filles. Pareil pour les filles. Et la chose est beaucoup plus taboue souvent chez les parents de petites filles qui savent pas trop comment nommer le truc. Il y a la journaliste Fiona Schmidt qui a fait elle a posé une question sur Instagram, elle a fait un sondage sur savoir comment est-ce que les femmes avaient appris à nommer leur sexe. Il y a plein de mots, mais c'est vrai que... Pour surtout ne pas dire le mot, par exemple. Et le mot vulve, en fait. Le mot vulve est encore un peu perçu comme obscène, en fait. Ouais, c'est ça. Alors qu'il s'agit d'un terme anatomique. Complètement. Il y a aussi le truc de l'éducation au consentement. Oui. Qui peut commencer très jeune, oui. Notamment avec ce conseil qu'on a pas mal entendu, mais ça vaut le coup de le redire. Il faut peut-être arrêter de demander aux enfants de faire des bisous à des gens qui veulent pas embrasser, quoi. Ouais, ça aussi c'est quelque chose de très socialement partagé et admis et que les enfants sont des distributeurs de bisous ouais. Et qu'en fait quand on remercie, pour remercier quelqu'un, il faut faire un bisou. Quand on aime quelqu'un, il faut lui faire des bisous dès qu'il le demande. Non, en fait, ça induit très tôt le message selon lequel quelqu'un peut exiger de toi que tu fasses un bisou. Nous-mêmes, on n'a pas forcément envie de faire des bisous aux gens pour les remercier. Un enfant, c'est pareil. On peut tout à fait être poli sans faire des bisous pour dire bonjour ou dire merci, par exemple. Donc déjà respecter peut-être la voix de l'enfant qui nous dit non, là, j'ai pas envie. Ça permet de commencer à travailler sur le consentement. Mais y compris pour les parents. Je me souviens tellement d'avoir été forcée à faire des câlins à mes parents. Ouais, c'est dur. Hein. Moi, j'adore faire des câlins à mon fils et avoir des bisous, mais je crois qu'il faut se résoudre aussi au fait que si on veut être cohérent et avoir une parole sur le consentement qui ait du sens, ça commence par là. C'est super d'élever son fils selon des principes antisexistes et féministes, mais il y a quand même une angoisse que vous soulignez, qui est est-ce qu'on risque pas d'élever des enfants qui sont complètement inadaptés au monde dans lequel ils vivent, de faire, de fabriquer... Bon, après, je dis fabriquer, mais il faut bien se dire que les enfants, c'est pas de la pâte à modeler, quoi. Ouais. Ils sont pas, on n'en fait pas ce qu'on veut et tout ça. Un enfant, c'est d'abord une personne et il a sa personnalité et il a son propre moteur et tout ça. Et c'est pas des créations, c'est pas les créatures des parents, quoi. Exactement. Donc, je trouvais important de le dire à un moment. Mais on se dit, est-ce que mon fils risque pas d'être complètement déboussolé, d'être complètement isolé? Est-ce qu'il va pas être pris pour cible par les autres enfants? Parce que justement, lui, il a pas eu cette éducation à dominer, à être fort et tout ça.
ça. Donc, oui, qu'est-ce qu'on fait de cette angoisse-là? Qu'est-ce que vous dites aux parents que ça angoisserait? Je crois que c'est une angoisse qui est légitime et qui est partagée, surtout quand on sait que l'une des premières causes de harcèlement des petits garçons à l'école, c'est notamment parce qu'ils ne correspondent pas aux normes viriles. Donc on sait très bien qu'il y a cette dimension-là. Après, je crois qu'il est important, comme vous le disiez, l'enfant n'est pas une pâte à modeler par le genre. Donc déjà, on peut se rassurer sur le fait que l'enfant... même si à la maison il est éduqué le plus loin possible des stéréotypes, de la manière la plus égalitaire possible, etc., l'enfant aura quand même intégré les normes de genre. Nos enfants ne sont pas des extraterrestres, on ne les élève pas sous cloche, et en fait, arrivés à l'école, ils comprennent en fait très vite, et même par la crèche, et même par la littérature jeunesse. Donc, aucun risque en fait que notre enfant soit entièrement déconnecté. Après, c'est quand même important, je crois, de l'armer. En fait, par exemple, je pense au dépliant qu'a fait Maman Rodarde, que vraiment je conseille à tous les parents. Ils sont super. Ils sont très faciles à faire. Je vais juste expliquer à quoi ça correspond. En fait, je crois que son petit garçon est revenu un jour de l'école en disant que les gens s'étaient moqués de lui parce qu'il avait du vernis à ongles. Oui. Et donc, elle a dit, mais attends, je vais te montrer, il y a plein d'hommes en fait qui aiment bien porter du vernis à ongles. Et donc, elle a fait un dépliant avec la question, est-ce que les garçons, ça peut porter du vernis à ongles? Et puis, elle a mis plein d'exemples de stars, dans l'histoire, dans la culture populaire, d'hommes qui avaient du vernis à ongles. Et après, elle a fait pareil avec plein d'autres questions. Ouais. Est-ce qu'un homme, ça peut aimer le rose? Est-ce qu'un homme, ça peut aimer les fleurs et tout ça? Et en fait, ces dépliants-là, il y a rien qui est écrit dessus, c'est juste des images. Oui. Donc, on peut les imprimer. Elle met les modèles sur son site gratuitement. On peut les imprimer et les découper, les plier et les mettre dans le sac de son enfant. Exactement. En disant, tu pourras montrer ça. Et elle dit que ça a hyper bien marché, quoi. Donc, avec les amis de son fils. Donc, c'est vrai qu'on peut aider son enfant à s'armer face à ces remarques et puis aussi écoutons-le. Je crois que c'est important, c'est-à-dire qu'un enfant qui va absolument vouloir garder ses baskets roses pour aller à l'école, c'est que sans doute il s'en sent capable, même s'il y a des moqueries, alors qu'un enfant qui va traîner des pieds, qui veut vraiment vraiment plus porter ce truc, c'est important en fait quoi de l'écouter et n'oublions pas que les enfants naviguent entre différentes sphères sociales et savent aussi s'adapter quoi. Donc on peut très bien être à l'aise avec le groupe de copains à jouer au foot à la récré et pour autant aimer regarder Mon Petit Poney à la maison. Et on sait bien qu'on ne regardera peut-être pas Mon Petit Poney avec le copain du foot, quoi. Voilà. Pour terminer, Aurélia Blanc, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça a changé dans votre vie de réfléchir à ces questions et d'écrire ce livre ? Ce que ça a changé. Ça a changé peut-être le fait de me rassurer ou en tout cas de me déculpabiliser sur le fait que si demain mon fils devient quelqu'un de très attaché aux normes viriles ou de pas du tout féministe, ce sera peut-être pas entièrement de la faute de son éducation et qu'on aura fait le maximum qu'il nous était possible de faire. Donc je crois que ça m'a un petit peu détendue. Ça m'a aussi rassurée de voir le parcours d'hommes qui sont devenus conscients de leurs privilèges et qui n'avaient pas forcément eu une éducation parfaitement égalitaire. Donc je me suis dit que les choses n'étaient jamais irrattrapables quelque part et ça m'a donné de l'espoir. Et puis ce que ça a changé aussi, c'est que ça m'a donné des clés et des réponses pour, notamment sur cette question de la bienveillance, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'en faire un objet de lutte permanent face au monde qui nous entoure, mais qu'on peut aussi aborder les choses de manière apaisée et voilà. Et ça m'a fait du bien. Et puis surtout, je me suis rendu compte qu'on était de plus en plus nombreux, enfin bien plus nombreux que je ne l'aurais cru, à s'interroger sur l'éducation des garçons. Et ça me fait vraiment très plaisir. Quelle est l'œuvre artistique que vous voulez recommander aux auditrices ? Alors, c'est une œuvre d'une photographe sud-coréenne qui s'appelle Jeong Mi-yoon. Je pense que j'écorche un peu son nom et j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Et ça s'appelle The Pink and Blue Project. En fait, c'est une série photographique qu'elle a commencé à faire donc dans les chambres d'enfants, filles et garçons de Corée du Sud vers 2005. Elle a poursuivi pendant plusieurs années. Et c'est super. Et c'est un monde en bleu et rose. Et
C'est très parlant. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Moi, je recommande chaudement votre manuel d'éducation antisexiste parce qu'il y a tout dedans. C'est très clair, c'est bourré de références, donc on peut aller beaucoup plus loin. Et puis, c'est vraiment un super cadeau à faire aux parents et à tous ceux et à toutes celles qui sont en contact avec des enfants à un moment ou un autre. C'est accessible, même quand on n'est pas du tout sensibilisé aux questions féministes. C'est sourcé et c'est pas du tout dogmatique. Et puis, je vous offre une bande dessinée pour Zigoto. Ça s'appelle « Les garçons peuvent le faire aussi ». Et c'est un scénario de Sophie Gourion, qui par ailleurs tient un blog génial qui s'appelle Les mots tuent. Peut-être que vous connaissez ce blog, auditeur, auditrice. C'est un blog sur lequel elle répertorie tous les articles qui racontent des féminicides en disant qu'il s'agit de drames familiaux, de drames conjugaux, etc. Donc voilà, très bon blog. Je mets toutes ces références-là sur le site de binge.audio. Merci beaucoup Aurélia Blanc. Merci. Les couilles sur la table est un podcast de Binge Audio. Astuce pour vos amis qui ne savent pas nous écouter, dites-leur que les couilles sur la table sont disponibles sur Deezer, Spotify et YouTube, et bien sûr sur toutes les applications de podcast. Moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio, ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Merci beaucoup et à bientôt. Binge.